Bonjour à tous, toutes les personnes qui sont là. Merci d'être à nouveau avec nous pour ce webinaire consacré aujourd'hui à un match, c'est une façon de plaisanter, hein, entre la certification Calliope et la certification ISO. Alors, j'ai à côté de moi Sandrine Carbonaro de AFNOR Group, hein, et puis AFNOR également à Bordeaux avec Arnaud Deville, que nous Bonjour. saluons, qui va nous parler plutôt de l'ISO 21001 qu'on va vous faire découvrir. Et puis à Toulouse, Paul qui est de chez CFS Plus et qui est avec Laetitia Clanet de Calicia Certification. Donc on va lancer les opérations, le match, hein. Donc d'abord, on va vous faire un sondage. On va vous demander si votre organisme est certifié Calliope, est-ce qu'il est certifié ISO 9001, ISO 21001 ou est-ce qu'il n'est pas du tout certifié. Donc vous répondez à ce sondage, voilà, le sondage est en ligne, vous pouvez répondre. Sommaire de ce webinaire, donc on va présenter le sujet et les intervenants et on va parler de la norme ISO. On ne va pas parler des normes NF parce que ce n'est pas le sujet. L'ISO 9001 et l'ISO 21001 que je pense qu'on va vous faire découvrir parce que peu de gens connaissent l'ISO 21001 pour l'instant. Et puis un retour d'expérience en CFA avec notre ami Paul qui fait maintenant partie de l'équipe de CFS+. Alors, les intervenants, je vous les ai présentés. Laetitia, tu peux te présenter rapidement? Oui, bonjour, Laetitia, donc dirigeante et fondatrice de Calicia Certification. Voilà, Calicia, organisme certificateur depuis bientôt 4 ans sur la certification Calliope et donc depuis peu sur l'ISO 9001. Sandrine? Bonjour à tous, je suis Sandrine Carbonaro, responsable du marché de la formation au sein du groupe AFNOR. Donc, je coordonne l'ensemble des solutions connexes à Calliope, mais pas que, puisque je participe également aux commissions de normalisation qui traitent actuellement, par exemple, le sujet de qu'est-ce qu'une compétence, comment on peut l'évaluer, qu'est-ce que sont les soft skills. Et puis, on va jusqu'aux solutions de formation pour accéder à Calliope, c'est un peu le sujet, mais pas que, ou voir d'autres certifications, on va en savoir plus, jusqu'à la certification, bien sûr, Calliope et voir d'autres. Voilà. Arnaud, à Bordeaux. Oui, bonjour. Alors, je suis ingénieur développement au sein de l'AFNOR, et comme l'a dit Michel, basé en Nouvelle-Aquitaine. J'occupe les fonctions, je suis chargé du développement des solutions de l'AFNOR, bien sûr, et à ce titre, je suis donc auditeur QSE, donc qualité, sécurité, environnement. Je suis également auditeur Calliope et auditeur sur l'ISO 21001. RSE, commencez, chers amis qui êtes en ligne, à retenir ce sigle RSE parce que je pense que ça va être un petit peu comme le handicap. Il va falloir intégrer le RSE dans nos dispositifs de formation. C'est le point d'alerte de ça, c'est que le RSE est venu dans le titre, la mise à jour du titre formateur pour adultes du ministère du Travail. Et donc, si on a rajouté au titre de formateur pour adultes la question RSE, c'est qu'elle va venir sur le champ de Calliope à un moment ou à un autre. En tout cas, ça ne serait pas surprenant. Paul? Oui, bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous pour ce nouveau webinaire. Paul Jean, je suis responsable qualité et accompagnateur certification professionnelle et qualité chez CFS+. Et je vous encourage à poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons avec grand plaisir. Voilà. Merci à tous pour vos présentations. Alors, les raisons pour lesquelles on fait ce webinaire, c'est que la veille CFS+, on s'est aperçu qu'un certain nombre de certificateurs Calliope commençaient à dire mais Calliope c'est bien, mais allez donc aussi sur l'ISO 9001. Alors j'ai dit tiens, j'ai constaté que plusieurs certificateurs Calliope que je ne citerai pas commençaient à venir sur l'ISO 9001 et je dis tiens, c'est peut-être intéressant, effectivement, d'essayer de savoir
de savoir pourquoi. Donc, Laetitia va nous expliquer pourquoi. AFNOR, c'est plus historique, Sandrine va nous l'expliquer, mais c'est un petit peu la raison de ce webinaire, aujourd'hui. Avant de vous passer la parole sur ce sujet-là, j'ai un client qui un jour m'a dit, mais parce qu'il est à la fois Calliope et ISO 9001, je lui ai posé la question de savoir pourquoi, et sa réponse a été, mais moi je fais 1,5 million de chiffre d'affaires, mais j'ai des grands groupes internationaux, et si je ne suis pas ISO 9001, eh bien les grands groupes internationaux ne travailleront pas avec nous. Je suis obligé d'être ISO 9001 pour avoir une activité internationale en France, hein, avec des groupes internationaux. Voilà. Je vous laisse la parole, Laetitia et Sandrine. On va pas se battre, je sais pas qui commence. Du coup, excusez-moi. Je vous laisse commencer, Sandrine. Allez-y, allez-y. Bon, alors du coup, pour ce qui concerne Calicia, pourquoi l'ISO 9001? Parce que du coup, on a remarqué que au sein des organismes de formation, justement, certains avaient pris la démarche très positive de Calliope et certains donc veulent aller plus loin dans la démarche qualité. Donc, on s'est dit que la certification ISO 9001 était un moyen de répondre à leurs besoins, un moyen en tout cas, parce qu'il y en a d'autres. On va le voir aujourd'hui justement. Et alors, du coup, pourquoi on s'est lancé? Tout simplement parce que déjà, à la base, je suis responsable qualité de métier. Et du coup, je connais les normes ISO 9001, 45001, 14001, comme on disait tout à l'heure. Et du coup, c'était naturel d'aller vers ces certifications-là, en tout cas, dans un premier temps. Voilà. Alors, je vais juste compléter le propos et je partage complètement l'analyse de Laetitia. C'est vrai qu'un certain nombre d'organismes ont trouvé Calliope comme plutôt non pas une exigence, une contrainte, mais plutôt une opportunité d'aller au-delà. Et c'est vrai que la 9001, on va parler dans la 9001, on va notamment parler un peu plus d'amélioration continue. On va parler d'autres piliers que sont notamment la satisfaction client. On va aller au-delà de ce qui est exigé dans le cœur de métier et dans l'ADN de Calliope. Et c'est en cela où ils recherchent des leviers additionnels pour faire la différence. Effectivement, répondre à des appels d'offres, c'est une des contraintes, c'est une contrainte, mais à la fois une opportunité, parce que l'idée, c'est quand même d'être toujours plus efficace. Et la 9001, mais on va parler de la 21001, concrètement, c'est aussi la norme dédiée pour les organismes de formation et on va revenir plus en détail. Mais il y en a bien d'autres. Vous parliez également du label engagé RSE. C'est un des labels que l'AFNOR préconise parce que là aussi, ça peut être une volonté de se différencier par rapport à une démarche bien spécifique. Parfait. Moi, je trouve que vos réponses sont intéressantes. Paul, tu peux peut-être ajouter quelque chose, non? Toi qui as l'expérience un petit peu de l'ISO. Oui, j'ai un petit peu l'expérience de l'ISO et c'est vrai que ça permet vraiment de comprendre la démarche qualité. Aujourd'hui, on parle de qualité tous les jours dans la formation professionnelle, mais pourtant, quand on échange avec différents interlocuteurs et qu'on leur demande pour vous, qu'est-ce que la qualité? Et tout le monde a une définition différente de la qualité, alors qu'ISO 9001 va bien définir la qualité pour moi. Et bien sûr, on reviendra sur cette définition très intéressante de répondre aux attentes, aux besoins des clients, même si c'est abordé par Calliope, mais dans l'ISO 9001, on va aller en profondeur dans cette démarche-là et comme on le verra, elle est vraiment bénéfique pour vos entreprises, vos organismes de formation. Merci pour vos réponses, c'est intéressant. Donc, on va maintenant aborder le sujet de qu'est-ce que c'est l'ISO 9001, qu'est-ce que c'est la 21001. Avant ça, le résultat du sondage. 71% de ceux, parce que vous êtes 171, vous n'êtes quand même pas très nombreux à avoir répondu au questionnaire, c'est un peu dommage. Enfin, 71% des répondants, soit 17 personnes, nous ont dit être certifiés Calliope. 8%, soit 2 personnes, sont certifiées 9001. Personne n'est certifié ISO 21001. Bon. Et puis non certifiés, 17%. Et 4% font vote blanc. Voilà. Mais c'est intéressant. Donc,
il n'y a pas de surprise, il y a quand même une immense majorité Calliope. Voilà. Donc, on passe à maintenant, merci pour vos réponses, de nous expliquer pourquoi vous êtes venu sur… alors, Sandrine. Alors là, je me suis permis de faire, on pourrait dire, des morceaux choisis des différents ISO qui existent, qui vont concerner principalement les prestataires de formation. Et sans surprise, comme le disait Laetitia ou Michel, on parle de satisfaction client, de gestion de l'approche risque qui n'est pas du tout abordée dans Calliope. Donc, vous voyez bien tout de suite les différences. Si on parle approche risque, typiquement, on aurait pu anticiper, par exemple, la crise Covid, je ne sais pas. En tous les cas, le principe même des ISO, vous l'avez compris, c'est la démarche PDCA, cerveau de Deming, le principe de l'amélioration continue. C'est la base qui est commune aux ISO. On parle de gestion des processus, de KPI, d'indicateurs de résultats. Vous allez me dire, Calliope, c'est vrai, c'est une norme réglementaire, on parle déjà d'indicateurs. Mais on ne va peut-être pas jusqu'à identifier ses propres KPI qui permettent d'aller toujours plus loin. On va parler de leadership. Comment je pilote les choses, avec qui, et on parle de vision, ça c'est important, d'être en alignement avec les objectifs, et puis, bien entendu, de résultats et de la gestion des compétences et des connaissances dans la 9001. À la différence de la 21000, qui là, on n'est plus sur la satisfaction des clients, mais plutôt on élargit le scope avec la satisfaction des parties prenantes. Donc là, vous voyez tout de suite, on élargit le scope et on va parler d'éducation spécialisée et d'adaptation. Donc, ça veut dire qu'on va se concentrer sur des spécificités, sur l'ultra-individualisation par rapport à des publics spécifiques. On va parler d'équité et de RSE. C'est des choses assez nouvelles qu'on n'abordait pas du tout dans la 9001. Et là, coloration green, mais pas que. C'est-à-dire qu'on fait attention à son écosystème. Et en conclusion, la valeur ajoutée, c'est vraiment d'élargir le scope et d'accéder à un niveau de performance supérieur, puisque l'objectif est vraiment de créer un environnement favorable pour l'acquisition de compétences, pour aller toujours plus loin. Comme dirait Arnaud, parce que juste sans dévoiler tout ce qu'il va dire, la 21000, l'objectif, ce n'est pas qu'à chaque fois le taux de réussite soit à 100%, mais c'est de donner tout de même un environnement stable, cohérent, compétent, efficace, qui permet à tout à chacun, peu importe son niveau, de réussir son projet professionnel. Et ça, c'est important, en adéquation avec l'écosystème. Et c'est une dimension qui est complètement différente. Et puis, on va parler d'accessibilité, mais je vais laisser Laetitia et Arnaud revenir plus en détail sur ces deux normes. KPI, une petite précision pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des indicateurs clés. Pardon, je vais préciser. Oui, non, mais c'est indicateur clé. Indicateur clé. L'idée que ISO 9001 est plutôt procédure que processus, ça c'est dépassé. Oui. Oui. On n'est plus dedans. Là, on va beaucoup plus loin, puisque là, typiquement, avec la 21000, on a élargi le scope. On est vraiment dans une autre dimension. Ok, c'est important, évidemment, l'approche par processus, mais l'idée, c'est d'être surtout en alignement avec, j'aime bien ce que disait votre collaborateur sur la vision. Oui, tout à fait. Sur cela, parce que c'est vraiment, ça élargit le scope et la vision globale. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un objectif, mais il faut toujours s'assurer d'être en alignement. Ça, c'est important. Et c'est vraiment souligné particulièrement dans la 21000. Très bien. Alors, on a une question. Qu'en est-il des financements par les OPCO pour les OF certifiés ISO? La seule certification reconnue pour le financement, c'est Calliope. Maintenant, vous avez un marché qui est le marché de la formation qui est financé, et puis vous avez un autre marché que certains appellent le marché libre, où on ne demande aucun financement à personne, et à ce moment-là, Calliope n'est pas obligatoire. Mais on peut rencontrer des situations où ISO le devient, comme j'ai l'exemple des appels d'offres pour des organisations ou des entreprises internationales qui disent si vous n'êtes pas ISO 9001, vous ne pouvez pas travailler avec nous. Donc voilà, mais pour ce qui est des financements,
Est-ce qu'il est pour parler pour ce qui est des financements, c'est Calliope et rien d'autre. Et non, nous n'allons pas parler d'Eduform parce que ce n'est pas notre sujet. On est sur ISO, ISO par rapport à Calliope, mais bon, on pourrait dire ISO par rapport à Eduform. Eduform est une variante de Calliope quelque part. Enfin bon, donc en tout cas, c'est un label qui est voisin de Calliope. Donc nous, on ne parlera pas d'Eduform. Et c'est vrai, juste pour compléter le propos, la 9001, si on doit juste avant que les uns et les autres interviennent, c'est vraiment général à tout type d'organismes, de structures, des industriels. C'est hyper connu depuis 1990. Il y a des millions d'organismes qui sont certifiés ISO 9001, mais c'était très, très généraliste, alors que la 21000 est vraiment dédiée au monde de la formation des écoles et de l'éducation. Et de la formation professionnelle. Parfait. Laetitia va nous parler de l'ISO 9001 un peu plus en détail. Oui. Donc, l'ISO 9001, du coup, est une norme internationale et effectivement, elle a une portée, comme pouvait en parler déjà tout à l'heure Michel, internationale, puisque certains, visiblement, déjà ont des exigences de ce type-là pour pouvoir travailler à l'international. Mais ça peut être une exigence aussi d'un donneur d'ordre français. Hein. Au national, ça peut être une exigence pour travailler avec certains donneurs d'ordre, il faut le savoir. C'est une norme donc, de système de management de la qualité, là où sur Calliope, on est sur une certification de processus. Là, sur l'ISO, que ce soit 9001 ou 21000, on est sur une norme de système de management de la qualité. D'ailleurs, à ce titre, on n'est pas sur la même norme d'accréditation. Hein. Vous pourrez du coup le confirmer, j'imagine, Sandrine et Arnaud, mais voilà, on n'est pas sur la même norme d'accréditation non plus, puisque du coup, on est sur du système de management de la qualité. Pour moi, Calliope est déjà un premier pas vers finalement cette certification-là, puisqu'on balaye quand même certains éléments de l'approche de l'ISO sans aller au bout, de façon aussi poussée que sur l'ISO, mais effectivement, c'est une norme quand on veut aller plus loin dans sa démarche qualité qui peut être très intéressante. Je rebondis sur ce que disait Sandrine, qui est une norme effectivement qui peut être qui est finalement à viser tout type d'entreprise, tout type d'activité. En fait, le périmètre est déterminé par vous, en fait, par la personne qui va faire sa demande de certification. Donc, quand il y a des organismes de formation qui font d'autres activités à côté, en fait, on peut certifier ISO 9001 tout ou une partie des activités. C'est vous qui décidez, en fait, du périmètre que vous voulez donner. Voilà, donc du coup, ça répond un peu à la question pour qui, puisque ça répond en fait à tout secteur effectivement et toute taille. On va dire que l'avantage, c'est que du coup, l'ISO 9001, vous allez pouvoir en parler autour de vous et elle sera davantage connue et reconnue puisqu'elle s'adresse finalement à tout type et tout secteur d'activité. Alors ensuite, le pourquoi l'ISO 9001, donc pourquoi l'ISO 9001 ou pourquoi d'autres certifications, l'ISO 9001, c'est pour moi l'objectif premier, c'est atteindre la satisfaction client. On analyse un besoin pour en fait mener un processus qui mène à la satisfaction client. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'approche processus, comme le disait tout à l'heure Sandrine. L'objectif de gagner la satisfaction de son client, c'est de renforcer déjà la réputation de son entreprise et également d'augmenter la performance de votre organisme, qu'il soit organisme de formation ou pour faire de la production du produit, peu importe. L'ISO 9001 aussi permet de garantir en partie les exigences légales et réglementaires qui concerneront le périmètre de la certification demandée. Et ça permet aujourd'hui, là où on est aujourd'hui à plus de 40 000 organismes de formation certifiés, de pouvoir avoir un avantage concurrentiel supplémentaire. C'est-à-dire qu'au début, Calliope, les premiers qui se sont engagés avaient déjà un avantage concurrentiel. Aujourd'hui, il y en a quand même 40 000, donc certains veulent encore avoir le moyen de se démarquer différemment puisque le volume de certifiés a bien augmenté. Donc ensuite, comment obtenir la certification ISO 9001 c'est par la mise en place d'un système de management de la qualité. En règle générale, il faudra faire vivre ce système de management avant de pouvoir faire une demande de certification, puisque lorsqu'on vient auditer, il faut qu'on ait pu, que vous ayez pu mettre en application cette certification. Là où aujourd'hui, sur Calliope, on peut avoir réalisé une seule activité. Sur le système de management, il faut quelques mois d'utilisation
j'ai pas le bon vocabulaire, mais bon, voilà, vous comprendrez. Et ensuite, il faut faire appel à un organisme de certification pour passer à la réalisation de votre audit afin d'obtenir donc cette certification. Alors, j'en profite, Laetitia, pour qu'on réponde à la question. Pouvez-vous préciser ce que vous mettez derrière le management par la qualité, puisque on a, quand on fait ISO 9001, l'obligation d'avoir un système de management de la qualité qu'on appelle le SMQ en général. Eh ben, la réponse, c'est que vous avez commencé à avoir un SMQ quand vous mettez en place votre certification Calliope, puisque vous avez un référentiel avec des indicateurs, des processus à respecter, et que vous devez faire attention que votre système fonctionne, parce que quand vous allez avoir votre audit de surveillance, on va vérifier qu'effectivement ce que vous avez déclaré, que vous mettiez en place comme système de management de la qualité fonctionne. Donc, Calliope est déjà un système de management de la qualité. Donc, ça vous prépare déjà pas mal pour ce que Laetitia vient de nous dire sur l'ISO 9001. Oui, mais c'est vrai que c'est quand même une base. Pour avoir, ce que on vous a pas dit, c'est Arnaud et moi-même, on est également auditeurs. Pour avoir audité des organismes qui étaient déjà 9001, notamment, ils ont vu un véritable avantage parce que du coup, ils avaient déjà une bonne structuration, même si les exigences n'étaient pas tout à fait raccord, parce qu'il y a des choses qui sont bien spécifiques dans Calliope. Notamment la veille ou la gestion du handicap. Je rappelle que le handicap, c'est dans l'ADN de Calliope, c'est quand même des petites choses qui n'apparaissaient pas forcément dans la 9001, mais ils étaient beaucoup plus à l'aise, non, mais typiquement. Oui. Et donc, ça se sent. D'ailleurs, parce qu'ils ont des process structurés, c'est écrit, ils avaient déjà une démarche d'amélioration continue. Non, je souris parce que ça m'étonne que la veille ne fasse pas partie de l'ISO 9001. Non, mais la veille j'entends innovation pédagogique. Oui, voilà, l'innovation pédagogique. Voilà. Le système de veille, dès que je crée une entreprise, je suis bien obligé d'être en veille. Je n'ai pas précisé. Voilà, donc voilà, c'est là. On a fait un webinaire sur le sujet de la veille et tout le monde était étonné qu'on dise ça. Ben oui, vous créez une entreprise, vous êtes obligé de vous mettre en veille sur la réglementation de votre activité, sur les innovations dans votre activité. Sinon, vous allez être vite dépassé par les autres quand même. On est d'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas spécifique à la formation professionnelle, la veille. Non, mais c'est vrai que pour en revenir sur la veille, c'est un vrai sujet et beaucoup d'organismes, je pense que Laetitia ou Arnaud ne vont pas me contredire, ni Paul, la veille réglementaire, c'est quand même quelque chose d'ardu, spécifique au monde de la formation. C'est vrai. La veille innovation pédagogique, beaucoup le faisaient, mais c'était rarement formalisé. Voilà, c'est ce qu'on constate sur le terrain. Sauf que la 9001, c'est structuré et ça se mesure, par exemple. Et puis, on réserve la question sur l'équivalence ISO 9001 Calliope pour Arnaud qui nous répondra plus tard. Pour l'instant, on est sur l'ISO 9001 et on continue le match avec. Du coup, l'ISO 9001 au sein du monde de la formation, quel serait finalement l'intérêt? Déjà, c'est le développement d'une politique qualité. Donc là, c'est vrai qu'il y a une grosse importance. Ça, c'est un retour d'expérience en tant que responsable qualité, mais le leadership, qui est un des premiers paragraphes de la norme, est très important. Et en fait, il faut vraiment que la certification soit portée par la direction. Même si finalement la direction recrute un responsable qualité, mais qu'elle n'adhère pas finalement à la démarche, ça va être quelque chose de compliqué. Donc, un des points importants, c'est vraiment le leadership avec le développement de la politique qualité pour définir quels sont les axes sur lesquels vont porter les objectifs de l'année. L'avantage finalement dans la certification, ça va être aussi de structurer. J'aime bien en fait faire un petit échange avec ce qu'on peut vivre, mais nous déjà en tant qu'organisme certificateur, on doit répondre aux mêmes exigences que l'ISO 9001 puisque on est sur les options, sur option A ou B, mais voilà. Et en fait, c'est vrai que ça nous permet de nous structurer tant finalement sur la gestion de nos processus. Donc, quand on est organisme de formation, pour moi, la gestion des processus, finalement, elle est quand même en partie répondue grâce à Calliope. Même si peut-être que du coup, dans l'ISO 9001, il y a des informations documentées supplémentaires qui vont être nécessaires. Sur l'amélioration continue, pour moi, Calliope essaye quand même aussi, je fais le lien à chaque fois, mais
Calliope quand même essaye un petit peu d'aller sur de l'amélioration continue, puisqu'on demande quand même de tracer les réclamations et de montrer comment on y répond. Voilà, donc l'ISO va aussi vers cette amélioration continue-là, mais de façon, on va dire, plus poussée également. La formation du personnel, donc là, c'est sur les compétences des personnes qui vont intervenir au sein de l'entreprise ou de l'organisation. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui mettait un commentaire en disant que l'ISO, c'était applicable aussi aux organisations. C'est vrai que quand je dis entreprise, je pense tout type, voilà, mais effectivement, il y a aussi les organisations. Et bien évidemment, ça c'est ce que je disais tout à l'heure déjà, pour moi c'est vraiment le point important quand on se lance dans une démarche là, c'est dans l'objectif d'atteindre la satisfaction de son client, puisque tout ce qu'on met en place finalement c'est pour obtenir un service, un produit ou un process conforme au bout du compte. Voilà, je ne sais pas si des questions se dégagent de ça. Oui, il y a une question sur les différences majeures entre l'ISO 9001 et Calliope. On n'est quand même pas sur là. Déjà, le référentiel, là, voilà, c'est pas le même. Vous avez vu, je vais à côté. Sur Calliope, on parle d'indicateurs. Vous avez quand même sur Calliope un manuel qui vous permet aussi, ça on va parler d'outils, mais déjà c'est important, c'est que Calliope, le ministère a accompagné la lecture grâce au manuel, voilà, alors que l'ISO 9001, vous êtes sur une norme brute, est très généraliste. Donc, Calliope, c'est très précis dans le sens où on vous demande des indicateurs de résultats. Sur l'ISO 9001, on va vous demander des indicateurs, mais ce n'est pas obligatoirement des indicateurs de résultats non plus. Vous voyez, donc, je dirais que la différence, c'est que si on prend un entonnoir, pour moi, le Calliope, c'est le bout, en fait, et l'ISO 9001, ça va être un peu plus l'ouverture, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Sandrine Après, je laisserais bien aussi la parole à Arnaud, parce que pour le coup, on a cette chance d'avoir entre nous. Arnaud intervient quand il veut, bien évidemment. Un auditeur qui est sur les 3 référentiels, donc ça, c'est une chance. Oui. Mais juste pour compléter le propos, je pense que là aussi, je souligne particulièrement l'approche risque qui est importante, parce que du coup, même si Calliope en parle un peu, hein, on parle d'abandon, la gestion de l'abandon, la progressivité de l'apprentissage. Je pense que ça va beaucoup plus loin sur la 9001. Et là, on doit être garant. Il y a un engagement, il y a une responsabilité différente. Et la notion de résultat, ce n'est pas au sens Calliope du terme. Ça va beaucoup plus loin. Bon. Donc, ça rejoint le leadership. Où là, ce n'est pas du tout souligné. Je veux dire, on n'impose pas dans Calliope, typiquement, un monsieur qualité. Même si c'est induit dans certaines organisations, il n'empêche que ça fait partie des nouvelles missions. Tous les organismes de formation qu'on a audités, en majorité, même dans les grands CFA, n'avaient pas un monsieur qualité. Sauf que là, du coup… Madame qualité. Oui, tout à fait. Pardon. Non. Et donc, du coup, ça a impulsé cette dynamique et c'est très intéressant parce que, du coup, on voit bien que Calliope, c'est le début de l'histoire. En fait, c'est le début de la fondation d'un grand bâtiment à plusieurs étages. Arnaud ? Arnaud, oui. Oui. Alors, bon, je vais déployer un peu la 21 001. Peut-être que les questions vont augmenter sur la notion de différence entre les deux, évidemment. Mais l'approche que je peux avoir au-delà de ça, c'est de dire vraiment la différence majeure, c'est la construction d'un système, c'est la philosophie qui est abordée dans l'organisation de l'entreprise. Effectivement, Laetitia parle d'organisme ou d'organisation. Moi, je vais utiliser le terme d'organisme parce que ça prend en compte toutes les organisations finalement. La différence majeure, c'est qu'avec la 9001, on construit une organisation qui vient au service d'une stratégie, au service d'objectifs clairement définis pour une finalité de satisfaction du client. Au travers de Calliope, on n'a pas vraiment cette exigence de construire une organisation, même si effectivement on a besoin de structurer un peu des processus, forcément, mais on n'a pas cette exigence formelle. Et puis Calliope est vraiment très très ciblé sur l'activité de gestion de la formation, et on ne va pas au-delà. La 9001 va bien au-delà de ça, déjà. Et puis la 21001 encore plus loin. Donc les différences majeures sont là, et puis les exigences de Calliope sont, comment je peux dire ça, sont
entre guillemets mineurs, hein, sans que ça soit péjoratif, sont mineurs sur les questions d'amélioration, les questions de recueil, d'appréciation et de ce qu'on va en faire après. Une ISO type 9001 21001 va encore une fois aller plus loin pour imposer indirectement une vraie dynamique d'amélioration avec de l'analyse de causes, avec de l'identification des prises de décision, de mener des actions correctives ou uniquement curatives. Alors j'utilise des termes un petit peu techniques, mais on va aller beaucoup plus loin en termes d'amélioration. C'est pour ça qu'on parle du PDCA sur les 2 ISO. On en parle un peu moins sur Calliope, même si il est un petit peu induit quand même. Il serait un petit peu logique, mais l'exigence n'est pas formelle en fin de compte. Donc j'ai un peu l'habitude de dire, et encore une fois, sans que ça soit dénigrant ou péjoratif, hein, Calliope, j'estime que c'est la base, mais vraiment le niveau de base attendu, exigé pour prétendre à une qualité de prestation de formation. Voilà. Au-dessus, on va avoir de la 9001 parce qu'on va déployer donc une organisation plus efficace et plus appropriée pour de la satisfaction de clients. Et puis, au-delà, on ira sur de la 21001 qui est plus sectorielle, effectivement, plus adaptée aux organismes éducatifs, on va en parler, avec encore d'autres exigences différentes de la 9001. Oui, je rajouterais un petit point, c'est que quand on est dans le cas de conseil formation service, comme le nom l'indique dans CFSFUS, conseil formation service, on fait à la fois de la formation, on délivre des conseils et on rend des services, et qu'on peut bien être ISO 9001, la partie conseil et la partie service, Calliope n'est pas concernée, si vous voulez. C'est ça. Donc, on peut aussi faire une certification ISO 9001 qui va couvrir la totalité de notre activité, y compris le conseil et le service, en plus de la formation. C'est aussi cette partie englobante qui est intéressante. Hein, oui, parce que du coup, tout le monde se sent concerné. On avait eu ça comme expérience aussi. J'aime bien cette approche pratico-pratique, c'est-à-dire que des organismes internes à des grandes entreprises, du coup, étaient un peu exclus de leur système. Alors, évidemment, c'était l'organisme qui était... le groupe était ISO 9001, oui, disons, voilà. ou 14001 ou d'autres. Mais du coup, il y avait la spécificité des exigences propres à l'OF. Donc, du coup, ça dénotait, puisqu'on ne pouvait pas avoir ce même degré. Donc, c'est vrai que la 9001, pour le coup, c'était le minimum. Et Calliope ressort un peu du jeu. Oui, et là, c'est une spécificité sur une activité qui est une activité interne, qui est l'activité de formation, et on est obligé d'avoir Calliope si on veut que l'activité formation passe par la case financement. Tout à fait. Voilà, donc c'est pas indispensable. C'est pas on est en B2B, c'est pas obligatoire. tout à fait. Voilà. C'est pour ça qu'on a 115 000 organismes de formation et 40 000 Calliope aussi. Donc ouais, tout le monde 43 000. 43 000 mais ça change beaucoup parce que tous les jours, il y en a qui perdent leur certification ou qui arrêtent leur activité ou que ça bouge. Voilà. On passe à la diapo suivante, peut-être. On a fini. Donc maintenant, on a fini sur l'ISO 9001. On va passer à la 21001. Alors, je réponds tout de suite à est-ce que ISO 21001 ou aide à l'enregistrement ORS. J'anticipe un petit peu ce que peut dire Arnaud, mais nous avons ici Isaline qui travaille avec nous sur les dépôts ORS et elle a été instructrice à France Compétences. Elle pourra nous confirmer que l'ISO 9001 ou l'ISO 21001 n'a rien à voir avec le répertoire spécifique. Voilà. Hein, c'est pas le sujet du dépôt au répertoire. Je laisse la parole à Arnaud pour l'ISO 21001 que je pense beaucoup d'entre vous vont découvrir, comme moi aussi d'ailleurs. Merci Michel. Alors juste pour rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire et le RS, alors moi je ne connais pas du tout les procédures d'enregistrement du RS, néanmoins il y a quand même de fortes chances pour qu'il y ait des points communs, puisque sans rentrer dans le détail quand même, au travers de l'ISO 21001, il y a cette notion de ce qu'on appelle le curriculum, qui est en fait ce qu'on connaît au travers de Calliope, hein, le déroulé pédagogique de la formation, avec des exigences de contenu, de compétences à atteindre, d'objectifs opérationnels, de ressources à mettre en œuvre, de moyens pour l'évaluation. Donc,
quelqu'un qui serait ISO 21001, il y a quand même des choses pour qu'il ait quelques facilités pour s'enregistrer au RS, mais voilà, je ne connais pas du tout les procédures d'enregistrement répertoire spécifiques. Hein. En tout cas, ce n'est pas une condition pour. Non, ce n'est pas la condition. Ce n'est pas une condition. C'est comme la 9001, ce n'est pas une condition pour Calliope, mais il n'empêche que tous ceux qui ont déjà une structuration dans leur démarche, c'est facilitant. C'est facilitant. Mais c'est pas la condition. Ce qui est majeur au répertoire, que ce soit le RNCP ou le RS, c'est l'adéquation de la certification professionnelle avec le marché du travail. C'est la base. Voilà. Alors, si vous ne réussissez pas à démontrer que votre certification, les compétences que vous validez ont de l'importance pour le marché du travail, bon, vous avez beau être ISO 9001 ou ISO ce que vous voulez, ça ne compte pas. Hein. Il faut démontrer l'adéquation de ce que vous présentez comme certification, l'adéquation des compétences avec le marché du travail. Et c'est une autre paire de manches que de démontrer l'utilité économique et sociale, comme c'était le cas avec la commission précédente. C'est deux démarches qui n'ont rien à voir. Voilà. J'arrête sur ce sujet-là. C'est un autre sujet et les répertoires ne sont pas nos sujets du jour. Voilà. Alors, on continue sur la 21 Donc, cette 21001, finalement, alors il y a des points très similaires avec la 9001, hein, vous l'avez compris, on a commencé déjà à en parler, puis il y a quand même des petites différences parce que c'est une norme sectorielle, donc qui est bien spécifique. C'est une norme internationale, comme la 9001. On parle de système de management, alors non plus de la qualité, hein, le SMQ, mais cette fois-ci, on va parler de système de management des organismes éducatifs ou organismes d'éducation et de formation. Alors, on inclut bien les deux. Elle concerne absolument tous les organismes qui utilisent ce qu'on appelle les programmes d'études pour favoriser, et ça c'est quelque chose d'important, le développement des compétences. Hein. Alors par le biais d'éducation, de formation, d'apprentissage ou de recherche, quel que soit, j'insiste là-dessus, le type, la taille de l'organisme et ses méthodes de prestation. Donc, elle peut s'appliquer également, on ne le dit pas souvent, mais à des organismes d'éducation ou de formation qui sont intégrés à des structures plus importantes, hein, dont l'activité n'est pas forcément la formation ou l'éducation. Je pense à des universités internes, à des grands groupes, quand on a parfois des groupes qui créent leurs propres écoles ou leur propre organisation de formation interne. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette norme ? D'abord, et c'est un retour de témoignage que l'on avait eu, hein, sur une intervention précédente. Elle confirme cette notion, mais comme pour la 9001, elle va confirmer cette notion d'organisation un peu plus structurée. Et ce qui est intéressant et un petit peu nouveau et légèrement différent de la 9001, pour le coup, la 21001 parle d'alignement entre la mission, la vision et les objectifs. C'est-à-dire ce pourquoi on existe, ce que l'on veut devenir et les objectifs que l'on va se définir au travers d'un cadre qui est la politique. Et là, la 21001 va surveiller cet alignement. Il faut qu'il y ait de la cohérence, il faut que ça soit solide. Et pour la première fois, on va parler de plan stratégique. Dans la 21001, on attend de voir un plan stratégique élaboré qui va être cohérent avec cette mission, cette vision et ces objectifs. On parle également, une des valeurs de cette norme, c'est l'engagement à la responsabilité sociétale. On en a un petit peu abordé la question tout à l'heure. On va aller plus loin sur la slide d'après, quand je vais en parler. C'est un engagement fort de la 21001. Pourquoi? Alors pas encore, Michel. Après, ça c'est le secret. On parle également, Sandrine l'a abordé, on parle d'un apprentissage plus personnalisé. Effectivement, cette 21001 demande que l'on se centre vraiment sur les besoins des apprenants et notamment des besoins qui peuvent être spécifiques. Et c'est pareil, je vais aller plus loin dans le détail après. Donc il y a ces exigences-là, on va trouver une communication régulière également, on doit développer la communication régulière qui va de la préadmission jusqu'au suivi des apprenants. J'utilise volontairement le terme d'apprenant, hein, c'est un terme qui va être générique, parce que selon les OF, selon les écoles, on utilise d'autres termes. Alors c'est un coup les stagiaires, un coup les clients, un coup je ne sais quel autre terme. Utilisons, si vous voulez bien, le terme d'apprenant comme terme générique. Il y a évidemment cette culture
de l'amélioration organisationnelle avec la gestion des risques et opportunités que l'on retrouve et l'amélioration des processus que l'on retrouve en 9001. Ce qui est important, c'est, et on l'a évoqué tout à l'heure, cette norme 21001 va au-delà du client. Elle va au-delà du client. On va parler de parties intéressées. Alors, on en parlait déjà dans la 9001, bien sûr, mais c'est vraiment la cible en termes de satisfaction. Dans la 9001, la 9001, on va dire, est centrée sur la satisfaction des clients. La 21001 est centrée sur la satisfaction des apprenants, du personnel et autres bénéficiaires. Donc, on prend vraiment en compte tout l'environnement. Et dans les autres bénéficiaires, ça peut être les parents des apprenants, ça peut être les employeurs, ça peut être l'État, ça peut être tout ce qui va graviter autour, finalement, de cet écosystème. Voilà, et puis effectivement, un avantage, c'est sur la stimulation de l'excellence et de l'innovation, parce on prend en compte également l'ingénierie pédagogique, on se rapproche un peu plus de cela, on co-construit, on parle de co-construction, pardon, et on intègre les parties intéressées à tous les niveaux, et notamment dans la dynamique d'amélioration. Voilà, on peut passer à la slide suivante si vous voulez. Oui, c'est là. Allons-y. Voilà. Donc, ce que j'ai voulu montrer, en fin de compte, c'était les valeurs ajoutées de cette 21001, et toujours par rapport à la 9001. Hein. Alors, il s'agit encore une fois pas de démonter la 9001, parce que on est dans des niveaux d'utilisation aussi intéressants d'un côté que de l'autre. Mais vous l'avez compris, la 21001 est très ciblée sur les organismes d'éducation et les organismes de formation. Elle est construite sur ce qu'on appelle 11 principes de management. Donc, les 7 principes de management que l'on avait l'habitude de connaître pour ceux qui parlent de système de management, de système qualité, hein, il y a 11 principes. La 21001 a rajouté dans sa construction 4 principes de base qui sont la responsabilité sociétale, l'accessibilité et l'équité, la conduite éthique dans l'éducation ou dans la formation et la sécurité et la protection des données. Alors, en termes de responsabilité, là, on en parlait de la responsabilité sociétale. Hein. Ça veut dire que, en fait, quand on parle de responsabilité sociétale, il s'agit d'une inclusion volontaire des questions sociales, sociétales, environnementales dans les activités économiques de l'organisme. Hein. Et dans la relation, évidemment, avec, encore une fois, les parties intéressées. Donc, ça va se traduire par, clairement, un engagement formel en matière de responsabilité sociétale dans la politique de l'entreprise. De la même façon que pour la 9001, hein, on a une exigence de formaliser une politique, donner un cadre aux objectifs. Bon, pour la 21001, c'est la même chose, mais on va y rajouter des engagements comme celui de l'engagement à la RSE. Ça renforce la prise en compte des attentes et de la relation avec les parties intéressées, la communication, la notion de transparence est très très présente dans cette norme. On va retrouver des exigences au niveau de ce qu'elle appelle les produits et services éducatifs, donc la formation en elle-même et tous les services qui viennent autour, et l'admission des apprenants également. Ce principe d'accessibilité et d'équité, de son côté, dans ce principe, il s'agit de s'assurer que le plus grand nombre va avoir accès à la formation, donc aux produits et services éducatifs, hein, en fonction des contraintes, des ressources de chacun. Donc là, il faut s'assurer que tous peuvent utiliser et bénéficier de ces produits de manière équitable. Et ça, c'est vraiment une notion importante dans cette norme. On donne l'accès à tout le monde. Alors, vous pouvez commencer déjà à imaginer que donner l'accès à tout le monde, ça veut dire que, notamment, comme l'abordait Sandrine, aux situations de handicap, aux personnes en situation de handicap, mais pas que. On va trouver, au travers de ce principe-là, des exigences et des recommandations. Alors, c'est une norme qui est un peu particulière à ce titre. Dans la 9001, il n'y a que des exigences. Dans la 21001, il y a des exigences et parfois des recommandations, notamment sur ce qu'on appelle l'éducation spécialisée. La conduite éthique dans l'éducation et la formation, ça parle un peu, le titre parle un peu de lui-même. Hein. La conduite éthique, ça revient à créer un environnement professionnel éthique dans lequel absolument toutes les parties intéressées que j'ai évoquées tout à l'heure vont être traitées équitablement. On va éviter les conflits d'intérêts et on va s'assurer que les actions seront menées uniquement au profit de la société.
Donc ça passe par de la communication, des exigences spécifiques à la formation, de la reconnaissance de l'apprentissage, de la transparence dans les informations, des pratiques formalisées. Alors, il n'y a pas d'exigence de procédure à proprement parler, mais on retrouve quand même des demandes de formaliser, enfin de voir apparaître des processus particuliers, notamment des processus de conception, des processus d'admission, des processus d'enseignement, de soutien, de protection des données, de traitement des réclamations, j'en passe. Et puis, ce principe de sécurité et de protection des données, alors là, on va retrouver un peu la notion du RGPD, hein, que l'on connaît, puisqu'on est censé l'appliquer, évidemment. Pas grand-chose de plus, mais là encore, il s'agit de créer un environnement dans lequel toutes les parties intéressées, encore une que l'apprenant, hein, vraiment toutes les parties, dont je rappelle le personnel, les enseignants et autres parties, peuvent interagir avec cet organisme, avec l'assurance qu'elles gardent le contrôle sur leurs données, sur l'utilisation de leurs données, et que ces données soient bien évidemment sécurisées, avec la confidentialité et l'attention appropriée. On parle de protection et de transparence des données relatives aux apprenants. On parle aussi de moyens à mettre en place pour la détection du plagiat. Et oui, ça fait partie des questions. Alors, par rapport à ChatGPT, il y a un peu un vrai challenge. Hein. Oui. Ouais, alors je ne connais pas ChatGPT, mais on m'a posé la question, effectivement. Alors, je ne connais pas bien l'outil encore, je n'ai pas eu le temps d'aller mettre le nez dedans. Mais ChatGPT ne va pas faire du plagiat, j'en sais rien. C'est vrai qu'effectivement, ça devient une vraie question pour les organismes de formation, parce que on sait très bien, en tout cas moi je vais m'autoriser à le dire, qu'on a des étudiants, des apprenants qui vont aller faire des rapports avec ChatGPT. On le sait, c'est pas la peine de se le raconter, de se voiler la face, ça va exister. Comment ça va être pris en compte? Pour l'instant, je ne sais pas. Toujours est-il que l'organisme doit mettre des moyens en place pour détecter un peu tout cela. Et puis, pour finir sur cette norme, je voulais faire un petit focus sur 3 sujets un peu plus valorisants, je pense, qui peuvent potentiellement intéresser un peu plus des organismes qui veulent se lancer. Alors, on a parlé de l'alignement mission, vision, objectif et du besoin d'avoir un plan stratégique. Ça, c'est très, très structurant. Ça oblige aussi l'organisme à se poser des questions sur sa mission. Hein, quel est son rôle sur le marché finalement, quelle est notre raison d'être sur ce marché, de l'aligner avec une vision, qu'est-ce qu'on veut devenir, de définir des objectifs derrière dans un cadre de politique, donc de faire des déclarations dans cette politique, hein, et tout cela doit être cohérent, je l'ai déjà dit. Je voulais faire un focus également sur l'ingénierie pédagogique parce que finalement, c'est une norme qui est très centrée sur ça. Et au niveau de l'ingénierie pédagogique, on va retrouver des processus éducatifs, ce qu'on appelle les processus éducatifs, hein, qui sont la prise en compte des besoins, la compréhension des besoins des parties intéressées, la conception. On retrouve les mêmes termes que de la 9001, mais très ciblés, encore une fois. Et puis là, on demande qu'il y ait une part de co-création. Alors, co-création avec les parties intéressées, ça veut dire co-création de tout ce processus éducatif avec les apprenants, les enseignants et toute autre personne qui est susceptible de pouvoir influer ou intervenir sur ce processus éducatif. Et ça, d'ailleurs, c'est un témoignage que nous avons eu d'un de nos certifiés, sans le citer. C'est un ensemble d'écoles d'ingénieurs que j'ai moi-même eu l'honneur d'auditer d'ailleurs, donc fort intéressant, qui nous a dit avoir beaucoup travaillé avec cette norme sur ce processus éducatif et cette notion de co-création lui a permis de rassembler un peu tout le monde autour du besoin de l'apprenant et autour des objectifs finalement de ce qu'était la formation ou les formations. Donc là, sur ces points-là, il a vraiment gagné. Ils nous ont dit avoir vraiment gagné. Donc on va créer des partenariats, hein, évidemment. Il y a une forte valeur ajoutée. Et puis j'en viens évidemment à cette notion d'éducation spécialisée qui peut interpeller parfois. Et donc là, c'est fort intéressant. Enfin, moi, vraiment, j'ai ma posture d'auditeur là-dessus, plus que de technicien. Cette norme, pour moi, est un vrai plaisir à auditer. Et entre autres, mais pas seulement pour ces notions-là. La notion d'éducation spécialisée, je la trouve absolument géniale. Alors, en fait, c'est une notion qui est en lien avec les principes que j'ai déjà présentés, hein, alors, ou pas d'ailleurs, le leadership, l'orientation client ou apprenant, mais plus spécifiquement, j'ai parlé d'accessibilité, j'ai parlé d'équité, de RSE. Et là, il s'agit de répondre à des besoins particuliers
qui ne peuvent pas être, qui ne peuvent pas être satisfaits par des pratiques pédagogiques ou des pratiques d'évaluation dites habituelles, les grands classiques que l'on connaît quand on a un organisme de formation. Donc ça veut dire qu'il va falloir, au travers de cette norme, bien comprendre quels sont les besoins un peu spécifiques. Alors, cette notion d'éducation spécialisée parle de la notion de handicap, bien sûr, je l'ai déjà dit, mais pas seulement. Et là, on parle de particularités comportementales, communicationnelles, de particularités intellectuelles, physiques, de personnes à haut potentiel également. Et au-delà, on va aussi sur d'autres besoins plus spécifiques, comme par exemple, et là j'ai un témoin en direct, le besoin que peut avoir un sportif de haut niveau qui reprend des études avec son rythme de professionnel sportif. J'ai eu le cas dans un de mes audits, j'ai également eu le cas de besoins spécifiques parce qu'on avait dans une école une Miss. Alors je ne sais pas vous dire, je ne me rappelle pas si c'était régional ou Miss France, peu importe, mais c'est une personnalité qui avait besoin d'un rythme particulier imposé par sa profession ou sa posture, ses fonctions, et donc l'école, cette notion d'éducation spécialisée permet de comprendre exactement quel est son besoin et d'accéder à des programmes de manière spécifique, avec des modalités spécifiques, avec des rythmes particuliers, et voilà, cette notion d'éducation spécialisée porte là-dessus. Parfait, moi ça me parle parce que je suis enseignant spécialisé dans l'enfance en difficulté, inadaptée, on disait à mon époque. Et donc, c'est un sujet que je connais un petit peu. Et donc, je suis heureux d'entendre que, en fait, c'est pas spécifique à cela. Et un sportif de haut niveau qui est parmi nous, qui est Paul, qui est ancien champion du monde quand même de kayak, va nous dire qu'effectivement, il nous l'a dit d'ailleurs, il pourrait avoir besoin, effectivement, pour passer du sport de haut niveau à revenir c'est un peu ça, Paul. Ouais, c'est sûr que les contraintes des sportifs de haut niveau nécessitent forcément des aménagements de formation. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des organismes de formation qui se sont structurés pour ça et qui répondent vraiment aux attentes, aux besoins des sportifs de haut niveau, en proposant des cours du soir, faciliter le rattrapage des examens, par exemple. Voilà. On va terminer peut-être la dernière diapo avant de répondre à quelques questions, Arnaud, parce que le temps passe, on est déjà à 52 minutes. Je vais aller très vite. Donc là, somme toute, un processus. Alors sur le comment, Laetitia, je vous remercie. J'ai suivi un peu la structuration de Laetitia, le qui, quoi, comment, etc. On arrive au comment. Alors évidemment, on a un process de certification chez AFNOR Certification cette fois-ci, qui est somme toute relativement classique, comme pour une 9001 finalement. On propose éventuellement, mais c'est pas obligatoire, une visite d'évaluation qui est un peu une espèce de pré-diagnostic, si vous voulez, mais qui est absolument tout à fait facultatif. Les étapes qui suivent sont des étapes normales. On va avoir ce qu'on appelle une étape 1, qui est en fait une première étape dans l'audit qui permet à l'auditeur de prendre connaissance très rapidement et très globalement du fameux système de management, de connaître un peu les différents acteurs de ces systèmes et de pouvoir élaborer un plan d'audit très adapté et très ciblé à l'organisme, avec le bon timing, les bonnes personnes, les bons process. Et puis le pavé 3, c'est la phase d'audit que vous connaissez pour certains, à savoir la prise de contact avec l'auditeur, donc la confirmation de votre plan d'audit, la réalisation de l'audit, jusqu'à l'étape 4, la restitution d'un rapport qui va être transmis par l'auditeur à la certification, parce que je rappelle que l'auditeur ne prend pas la décision, l'auditeur est neutre, et donc ne prend pas de décision. Et donc il transmet un rapport à la certification avec une commission de décision qui prendra la décision au regard de ce rapport de vous attribuer le certificat ou pas. Ce certificat, comme pour la 9001, est valable 3 ans avec chaque année un audit de surveillance.
Voilà. Donc, je vous ai mis sur la slide un lien pour avoir les informations, évidemment. Il y avait également, sachez qu'il existe un replay de webinaire sur Webikeo de ces fameux témoignages que nous avons eus avec 2 organismes certifiés, donc l'INP Bordeaux et puis un organisme de formation qui s'est structuré grâce à cette norme. Et très rapidement, pour finir là-dessus, la CTI, donc la commission des titres d'ingénieur, reconnaît officiellement, puisque c'est écrit sur leur site, reconnaît officiellement la valeur de cette ISO 21001, vous voyez. Et le HCERS, donc le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, je m'autorise à le dire, mais c'est tout à fait informel. En fait, ce sont des retours de témoignages au cours des audits. Vraisemblablement, ce HCRS reconnaît aussi la valeur de cette 21001 parce qu'il y trouve des réponses. Donc, les organismes qui ont été structurés selon une 21001 répondent parfaitement aux exigences de la CTI et de l'HCERS. Voilà. Alors, elle n'est pas connue, Michel, j'en profite parce que tout à l'heure, on disait le sondage nous montre qu'on n'a pas de certifié ISO 21001. C'est pas surprenant, en fait. C'est une norme qui est très peu connue en France. Alors, à l'AFNOR, aujourd'hui, on a une dizaine de certifiés à peine, quelques-uns sur la France, dont, et je vous ai cité, les écoles d'ingénieurs, dont IUT, universités, dont organismes de formation également, et puis il y en a à l'international. Elle est beaucoup plus connue et travaillée, par exemple, dans les pays du Maghreb, en Suisse, au Canada. On a beaucoup plus de retours de ça. Et notamment, pour la petite anecdote, et je m'arrêterai là-dessus, pour avoir échangé avec des gens qui étaient concernés par cette 21001 dans les pays du Maghreb, ils m'ont dit que ça leur permettait de faire reconnaître la qualité de leur formation à l'international. Voilà, donc témoignage direct de leur part. C'est l'intérêt de l'ISO, d'une manière générale, puisqu'on est sur le I de ISO, c'est international. Oui, absolument. Donc, c'est une raison majeure. Alors, avant de passer la parole à Paul sur la dernière partie de ce webinaire, on va répondre à quelques questions. Est-il nécessaire de passer par la 9001 pour aller vers la 21001 ? Pas du tout. Pas du tout. Clairement pas. Les bases à construire sont les mêmes. Bien, faut-il obligatoirement avoir un logiciel pour mettre en place Calliope? La réponse est non. L'approche risque n'est pas obligatoire dans l'ISO 9001, me semble-t-il. Si. Si. Bien, alors la réponse, comme ça on répond rapidement. Ensuite, ça fait partie justement des grosses différences par rapport à Calliope. Voilà, alors la réponse est bien sûr que si. Alors, pour un OF, l'ISO 9001 serait bienvenu dans le cas où il proposerait de la formation continue bilan VAE. La réponse pour moi est non, puisque dans Calliope, vous avez 4 catégories. Vous avez la catégorie formation, la catégorie bilan de compétences, la catégorie VAE et la catégorie apprentissage. Alors qu'à ma connaissance, l'ISO 9001 ne structure pas comme ça. Pas du tout. Non, voilà, ni la 21001 d'ailleurs. Non. Voilà. Est-ce qu'être entreprise à mission facilite l'accès à la 21001 ? Pas plus que, enfin, à mon avis, j'en sais rien, là, je vais répondre avec beaucoup de précautions, mais a priori, pas plus que n'importe quel autre organisme. Finalement, le tout, c'est d'avoir une structuration, d'être capable de construire un plan stratégique et d'avoir une organisation derrière qui va venir au service de ce plan stratégique, d'avoir une attention particulière sur ses apprenants et parties intéressées. Enfin, tout va se jouer dans la façon dont on va se structurer et le niveau de performance de ce système. Donc, bon, alors pour aller vite, on nous parle maintenant de ISO 26000, 26001. Apparemment, c'est l'accréditation des laboratoires d'analyse, donc ça n'a rien à voir avec. La 26000, non. C'est la RSE 26000, pardon. Alors, différence entre 26000 et 21001, uniquement certification ? Alors, c'est pas tout à fait la même chose. La 26000 est très axée, dès que axée RSE. OK. Dans la 21001, vous l'avez compris, c'est du système de management d'organisation et de la performance d'organisation axée sur les apprenants. Néanmoins, l'engagement de RSE qui est attendu dans la 21000 est fondé sur les principes de la 26000. Allez, on avance vite. Les coûts relatifs à ces différentes certifications, quel coût moyen? Vous pouvez répondre? Ça dépend du type, comme on disait, là, ça dépend de la phase de l'étape 2, parce que là aussi,
on va identifier le nombre de jours d'audit nécessaires en fonction de la typologie de l'organisation. Voilà. Donc, du coup, c'est là, si je m'avance sur un tarif, ça sera forcément mauvais. Parce que... Voilà. Donc, mais n'hésitez pas à nous contacter et on vous fera une étude, il n'y a aucun problème. Mais on est obligé de passer par cette étape 2 pour être, enfin, cette étape 2 pour être au plus juste, puisque ça dépend de l'organisation. On termine par la dernière question. Je suis une entreprise qui a son OF interne et vend ses formations en France et peut-être à l'international. Est-ce qu'il est mieux 9001 ou 21001 De façon très subjective, moi je peux répondre, mais en fait je connais les deux normes et j'audite sur les deux normes. Tout dépend de l'orientation qu'on veut y donner. Si on veut être très généraliste, avec toutes les activités de la structure, bon, on va faire de la 9001. Si on veut être très centré sur le métier de la formation, on va aller sur de la 21001. Encore une fois, moi, c'est ce que j'ai expliqué pour CFS+. Voilà. Bonne réponse. On s'en sort bien. Bon, j'ai une question avec 21001 et RGPD. Moi, je ne sais pas si vous. Ah oui, exact. On ne l'a pas dit. Oui. On a répondu quand même. Vous avez répondu, Arnaud. Un petit peu, ouais, mais clairement, il y a, pour être plus précis, plus technique, il y a un chapitre dans la 21001 qui concerne la protection des données et qui n'a des exigences équivalentes à ce que demande le RGPD, un petit peu moins évidemment, mais comme le RGPD c'est réglementaire, dans la 21001 comme dans la 9001 d'ailleurs, il y a une obligation d'être conforme à la réglementation, donc vous serez conforme au RGPD et donc par voie de conséquence conforme aux exigences de la 21001 sur la protection des données. Bien, et moi, je suis l'accompagnateur Calliope qui va parler 30 secondes, puis Paul pourra me confirmer. J'ai dit, il y a un article du Code du travail qui dit que les financeurs procèdent à des contrôles de la qualité des prestations financées. Donc, on prépare les organismes à Calliope, comme le dit Cathy. Calliope, c'est fait pour inspirer confiance aux financeurs et que la confiance n'exclut pas le contrôle. Bien. Et donc, il y a des contrôles d'un organisme qui s'appelle la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui peut vous envoyer des inspecteurs de la CNIL. Et la CNIL peut vous mettre des amendes. Bien. Alors, que ce soit avec la norme ISO 21001 qui parle de la protection des données ou Calliope qui ne parle pas de la protection des données, ça n'empêche pas de se préparer à des contrôles éventuels de la CNIL. Donc, effectivement, d'avoir une attention particulière, pas seulement pour la peur des contrôles, mais tout simplement respecter la loi et d'abord respecter les données personnelles des personnes dont nous avons les fichiers, puisque ce sont les fichiers avec les données personnelles de nos apprenants. Donc, c'est le moindre des respects que de respecter les données personnelles de ces personnes. Et je pense que l'ISO 21001 prépare à des contrôles, mais j'imagine que l'auditeur ou l'auditrice ISO, comme l'auditeur ou l'auditrice Calliope, ne fait pas des contrôles. Il ne va pas si loin qu'un inspecteur de la CNIL. Ben non. C'est deux tâches différentes de faire du contrôle et de faire de l'audit, pour moi en tout cas. On passe à Paul ? Oui. Donc, très bien. Je vais vous solliciter maintenant un petit peu et je vais vous demander quelle est votre définition de la qualité. Parce que, comme je le disais dans mon introduction, aujourd'hui, on parle beaucoup de qualité dans la formation professionnelle, mais aussi on parle de qualité tous les jours dans d'autres secteurs. Et c'est vrai que les normes ISO, elles vont vous aider à définir la qualité et surtout à bien comprendre pourquoi vous mettez en place une démarche qualité. Calliope, pour la plupart d'entre vous, ça a été un petit peu imposé. Vous avez passé la certification Calliope pour pouvoir bénéficier des fonds publics. Alors qu'ISO, aujourd'hui, ça ne voulait pas imposer. Et donc, ça va vous permettre de bien comprendre le pourquoi vous rentrez dans une démarche qualité, pourquoi vous souhaitez mettre en place une démarche qualité. Donc, on n'utilise pas ChatGPT pour chercher la définition de qualité, mais c'est vraiment votre propre définition. Et je vous encourage dans vos organismes de formation à poser la question à vos équipes, à vos collaborateurs,
pour toi, c'est quoi la qualité d'un organisme de formation? Et vous allez voir, vous allez avoir plein de réponses intéressantes. Et je pense qu'au début de la mise en place d'une norme ISO, c'est important de mettre des mots sur cette définition de la qualité et de bien être d'accord déjà avec votre direction et avec vos équipes sur qu'est-ce que la qualité. Donc, un petit clin d'œil aussi à Benoît Kriegel qui fait des posts très intéressants sur la qualité, et je me suis inspiré d'un de ses posts pour illustrer ça. On peut passer à la diapo suivante. Donc, concrètement, la mise en place d'une norme ISO, qu'est-ce qu'elle va vous apporter à votre organisme de formation? Alors, un petit retour d'expérience. Quand on est dans une démarche qualité, une démarche ISO 9001, on accorde énormément d'importance à ce qu'on appelle l'écoute client. Tous les jours, vous allez penser satisfaction client, et même vous allez prendre du plaisir à penser à la satisfaction client. Et souvent, en fait, vos clients sont très importants pour vous, mais vous apportent énormément d'informations pour déjà structurer votre organisme de formation et surtout bien répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Et c'est ça qui va permettre de les satisfaire et d'avoir cette démarche qualité. Ensuite, un autre point important, on l'a un petit peu abordé sur la culture qualité, sur mettre en lien la qualité avec vos objectifs, avec votre stratégie. Et c'est là qu'on a parlé aussi tout à l'heure de politique qualité et d'engagement de la direction. En effet, quand vous allez mettre en place une norme ISO 9001, mais j'imagine que c'est pareil pour la norme ISO 21001, si la direction n'est pas engagée sur ce projet, ce sera impossible. Alors que Calliope, souvent, il y avait le cliché, on va donner le dossier Calliope à un stagiaire qui va nous faire Calliope pendant 1 an et on va passer notre audit de certification. Alors qu'ISO 9001, c'est pas possible. Et en fait, ça sert à rien si vous avez cette logique-là d'aller dans l'ISO 9001, parce que l'ISO 9001, l'objectif, c'est de comprendre pourquoi on fait de la démarche qualité. Et surtout, cette démarche qualité, elle va vous permettre d'atteindre vos objectifs, elle va vous permettre de satisfaire vos clients et elle va forcément donc avoir un impact sur votre chiffre d'affaires, qui est un de vos objectifs, j'imagine, pour tous les organismes de formation. Un autre point que je voulais partager avec vous, c'est la gestion documentaire. Aujourd'hui, c'est un point important dans la démarche qualité, donc avec Calliope aussi. Vous l'avez vu lors des audits, on est vraiment sur cette culture de la preuve, du document, de la traçabilité. Moi, le premier, la gestion documentaire, c'est pas facile, mais ça peut le devenir parce qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent de faciliter cette gestion documentaire. Moi, je ne ferai pas de pub pour des outils, mais bon, vous les connaissez sûrement. Et de bien structurer sa gestion documentaire, ça a forcément un impact sur votre démarche qualité. Un dernier point, c'est les processus. Aujourd'hui, on parle beaucoup de processus. Alors pareil, on parle beaucoup de processus, mais quand on s'intéresse à la définition de processus, c'est pas si simple, cette définition de processus. Alors, c'est quoi cette définition de processus? C'est des activités qui vont transformer des données d'entrée en des données de sortie. Donc, l'ISO 9001 parle de l'approche processus. En effet, pour structurer son fonctionnement, c'est important de mettre des mots sur ces processus, de les décrire, de les expliquer. Mais c'est là où je vais faire le lien avec ma diapo suivante. Pour moi, la qualité, aujourd'hui, c'est plus la même que celle d'il y a 10 ans. Et c'est peut-être pour ça que des fois, la qualité, on a une mauvaise image de la qualité. Et là, je fais toujours référence aussi à Benoît Kriegel qui prône la qualité simple, sexy et agile. Je reprends ces mots. Mais aujourd'hui, on doit évoluer sur cette qualité et justement aussi sur cette définition des processus, des procédures. Quand on reprend des processus et des procédures d'il y a 10 ans, ça faisait 10 pages, personne n'avait envie de les lire. Aujourd'hui, quand on décrit un processus, quand on explique un processus, l'objectif déjà, c'est de communiquer sur ce processus, de bien comprendre le qui fait quoi sur ce processus, donc d'écrire vos activités. Et aussi, l'objectif, c'est que ces activités, elles soient comprises en 1 minute 30 secondes.
Et souvent, vous faites du Calliope sans le savoir, mais même vous faites de l'ISO 9001 sans le savoir. Et hier, j'étais avec un organisme de formation super, Next Level, peut-être qui nous écoute d'ailleurs, et ils m'ont présenté leur parcours client. Et ce parcours client, l'objectif, c'était d'expliquer leur processus à tous leurs collaborateurs, à toutes leurs équipes. Et là, je leur ai fait « Waouh, c'est génial, est-ce que demain, je peux le partager à tout le monde ?» Parce que c'est vers ça qu'il faut tendre. Quand vous écrivez vos processus, quand vous décrivez vos activités, il faut faire des choses simples qui parlent à tout le monde. Et aujourd'hui, pareil, on a des logiciels qui permettent de faire ça. Et un dernier petit point, c'est que je pense que ce qu'il y a de bien avec l'ISO 9001 et l'ISO 21001, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ça ne vous est pas imposé. Et donc, vous avez énormément de liberté pour aller vers ces certifications. Mais je pense que c'est bien quand même de passer une certification parce que vous avez un objectif au bout. Et un audit, c'est un petit peu stressant, mais ça a une valeur ajoutée énorme parce que vous avez un auditeur, un regard extérieur qui vient le jour de l'audit échanger avec vous. Et audit, ça vient de audir, écouter. Et son principal objectif, c'est de vous écouter. Et en fait, vous avez la chance de pouvoir mettre en avant tout votre travail, tout ce que vous avez fait à l'auditeur. Ah, Michel, On a perdu Michel. Peut-être un problème de connexion avec Michel. Ouais, bah après, je voulais conclure sur ça. Je sais pas si… Après, on peut en profiter. Ah non, c'est bon, ils sont reconnectés. Sinon, on allait rebondir. Voilà. Michel, on ne vous entend plus. Hein. Oui, ça y est, là c'est bon. Excusez-nous. Voilà. Il fallait remettre, je ne sais pas pourquoi on a été connecté, ça a été très, très court, donc c'est pas très grave. Pour compléter, donc tu finis, Paul, peut-être? Oui, bah, j'ai terminé. Un beau schéma que l'on doit à Next Level, que l'on salue. Alors, juste une petite information pour le replay, vous aurez ce document que vous avez sous les yeux, vous l'aurez en PDF. Et les liens seront cliquables et il y aura le lien en plus vers le webinaire dont parlait Arnaud tout à l'heure sur l'ISO, un webinaire AFNOR. Donc, vous aurez ça dans le document qui sera dans le replay. Et puis, on va en profiter peut-être, avant de répondre à quelques questions, Cathy, pour lancer le deuxième sondage. Comme ça, on va pouvoir clore le match tout à l'heure avec le deuxième sondage. Cathy, tu peux ouvrir les votes pour le deuxième sondage, qui est est-ce que vous penchez plutôt après ce webinaire pour ISO 9001, 21001, Calliope ou rien du tout. Voilà. Enfin, aucune certification. Et j'en profite pour répondre à la question de Christine D, qui s'impatiente. Est-ce que l'ISO 9001 ou 21001 est adapté aux indépendants? Alors, j'ai gardé cette question en réserve parce que je trouve qu'elle est intéressante et je voulais vous raconter une anecdote. C'est qu'au début de l'activité de CFS+, on a eu quelqu'un qui était indépendant, qui faisait tout seul, tout le monde. 200 000 € de chiffre d'affaires et qui était ISO 9001. Et c'était avant Calliope. Et donc, voilà, et tout seul, et il était très fier d'être ISO 9001. Il m'a expliqué pourquoi en détail, et que ça le différenciait beaucoup des gens différents. Ça a été une explication, et puis qu'il voulait être dans une démarche qualité complète. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vont nous dire Arnaud et Laetitia et Sandrine sur le sujet. C'est Arnaud qui a disparu maintenant. Je veux bien prendre la parole pour faire un petit retour d'expérience aussi, si vous voulez. Vas-y, bien sûr. J'ai démarré Calicia il y a 4 ans et j'étais toute seule. Donc, je voulais faire un petit peu le parallèle parce que, du coup, effectivement, on n'est pas certifié ISO 9001, mais on est accrédité sous 17065 pour dispenser donc la certification Calliope. Et dans la 17065, on a quand même des paragraphes de la norme qui sont similaires à l'ISO 9001. Et du coup, pour ma part, en fait, j'ai trouvé que ça a été
même si je suis responsable qualité de métier, j'ai trouvé que ça a été quelque chose de très positif dans le développement et dans la croissance de mon entreprise parce que dès le début, en structurant finalement mes process et en fait, en ayant un œil un petit peu plus sur le long terme, un œil un peu plus visionnaire, je ne suis pas quelqu'un de visionnaire, mais peut-être que je le suis sans le savoir, mais voilà. Du coup, quand j'ai recruté mes premiers salariés, en fait, j'étais prête à les accueillir. Voilà, ce que je veux dire, c'est que du coup, grâce à la structuration de mon entreprise, par le biais de la réponse aux exigences d'une certification, ça m'a permis de pouvoir développer mon entreprise. Donc, je dirais qu'un indépendant, ça peut être intéressant, oui, de passer une certification, qu'elle soit 9001 ou 21000, si vous avez en fait une envie de développement de votre structure. Si vous avez envie de rester finalement sur quelque chose de plus simple et rester seul, la démarche pourrait être différente. Ça pourrait être pour répondre finalement à un besoin d'un donneur d'ordre ou pour vous démarquer. Mais sur la partie finalement, si je veux vraiment parler sur le bénéfice, pour moi, il est vraiment là quand vous voulez vous structurer derrière. Parce que j'ai vu un petit commentaire et il est vrai que l'ISO 9001 engendre quand même un coût. Alors, on dit souvent que ce coût, finalement, est rattrapé par le gain de temps que ça engendre derrière. Et ça, c'est évident. Parce que là aussi, je peux faire un retour d'expérience, c'est que mes processus étaient ficelés, ce qui me permettait d'avoir une traçabilité et pouvoir gagner du temps derrière, finalement. Donc, on se dit que c'est du temps au démarrage, mais ce temps-là, il est récupéré par la traçabilité que vous avez, etc., dans vos systèmes. Et voilà, tout ça pour dire que pour moi, un indépendant, en tout cas, peut aller vers une certification de système de management. Ce n'est pas un frein. Après, tout dépend effectivement de l'objectif en fin de compte. C'est pour ça que cette question était intéressante à traiter un petit peu à la fin et pas la traiter comme ça un peu à la va-vite, parce que je trouve que c'est une question intéressante. C'est très, très intéressant parce que en face de nous, on a donc un public très hétérogène dans le monde de la formation. Oui. Et en fait, ces démarches, quelles qu'elles soient, elles sont hyper structurantes pour demain avoir un business pérenne. Parce que c'est bien beau d'être opportuniste sur une niche ou autre, mais comme le disait Laetitia, ou Arnaud, quand on audite, on se rend compte que ce qui a fait la genèse, la croissance d'une entreprise, c'est aussi le fait que les fondamentaux, ils sont là. La construction, elle est là. Hein, c'est comme si on faisait une pâte feuilletée avec des mauvais ingrédients. Si c'est juste par opportunisme, sans capitaliser, sans cette prise de recul nécessaire, on ne va pas très très loin. Sauf que là, c'est un fil conducteur qui nous permet de checker à chaque fois, c'est OK, c'est pas OK. Et tout n'est pas obligé d'être au top du top. C'est une ligne conductrice et puis on y va step by step. Tout le monde n'a pas le niveau. Évidemment, comme le disait Arnaud aussi, c'est important en termes d'aptitude et d'attitude en tant qu'auditeur. On ne va pas auditer de la même manière un petit organisme de formation unipersonnel ou 2-3 personnes avec une grosse structure à 1000 ou 2000 collaborateurs. Donc forcément, on va aussi se mettre au niveau demandé. Et on y va avec les moyens que l'on a. C'est très intéressant cette réponse-là. Voilà, oui, parce qu'on ne va pas du tout avoir le même niveau d'exigence, mais il n'empêche que les fondamentaux, ils sont là. Voilà. Parce qu'on sait que c'est gage de qualité et d'efficacité. Parce que, in fine, c'est ce que l'on veut. Hein, c'est de l'efficience, c'est donner du sens, c'est cette fameuse vision dont on parle, parce que c'est bien beau d'avoir des belles phrases, mais derrière… Et cette question, Christine, est adaptée aussi à Calliope. Est-ce que je peux avoir Calliope quand je suis indépendant tout seul? La réponse est oui, bien sûr, mais ça s'applique à n'importe quelle certification. Dès lors que ça dépend de tout ce que vient d'expliquer Christine ou très bien de ce que vient de nous expliquer Laetitia avec son expérience personnelle. Merci pour cet échange. Quelque chose à rajouter, Arnaud, Paul? Écoutez, on va passer à la conclusion sinon. Très rapidement, alors j'ai été déconnecté un moment, donc j'ai repris au moment du témoignage de Laetitia, mais j'essayais désespérément de répondre à ces dames, ces personnes qui questionnaient sur la notion d'indépendant, de la certification pour les indépendants. C'est mon expérience qui parle. J'ai été dirigeant d'un organisme, un cabinet d'un organisme de formation, et pendant un temps défini dans la vie de cet organisme, j'étais tout seul. Donc, j'avais cette fonction d'indépendant, effectivement, et on a été certifié. J'ai été certifié en 9001, en 14001, en 45001.
histoire de m'amuser un peu et de me faire plaisir. Ce que je peux dire, ce que la 9001 m'a apporté, et c'était mon expertise déjà à l'époque, mais j'avais envie de jouer un peu avec et de voir ce que ça pouvait, prendre du recul, voir ce que ça pouvait m'apporter. Ça m'a permis de structurer ce que j'avais dans la tête en termes de stratégie, ça m'a permis d'organiser toutes les méthodes, et le plus gros bénéfice, il a été après, quand j'ai commencé à recruter du monde. C'est-à-dire que ça a été très facile pour les nouvelles recrues de prendre en qui existait, c'était clair, c'était compréhensif, et ça permettait de travailler dans des bonnes pratiques répétées, un peu systématiques. Voilà ce que je pouvais rajouter. Merci Arnaud. Voilà, alors on va passer, parce qu'il nous reste 10 minutes, on va passer à la conclusion, recommandation, surtout la conclusion, c'est alors le sondage 2. Hein. Donc vous êtes après ce webinaire, est-ce que vous penchez plutôt pour l'ISO 9001 28%, hein, 13 réponses. Pour l'ISO 9001, vous êtes 26% à nous dire l'ISO 9001 m'intéresse. Ah bah, ce webinaire n'est pas inutile. Hein, voilà. Et 33% Calliope, 6% aucune certification et 6% vote blanc. Donc ça veut dire que c'est un match symbolique. Hein. De toute façon, l'idée du match était pour rire, mais finalement on arrive à un équilibre quand on parle à la fois de l'ISO 9001, et merci Arnaud et Sandrine de nous avoir amenés vers l'ISO 21001, ou 21001, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas est une découverte pour beaucoup de nos amis qui sont présents cet après-midi. Une conclusion les uns les autres? Je vais vous laisser la parole. Arnaud? Une conclusion, oui, très rapidement. Dans les 3 cas, moi je trouve que ce sont des approches qui sont super intéressantes. De toute façon, dans les 3 cas, tout dépend, et on l'a dit, hein, tout dépend de l'objectif que vous poursuivez, bien sûr, et puis des moyens que vous voulez mettre en place, et puis de la cible, et puis des enjeux que vous avez. Les 3 cas sont fort intéressants. Alors, il n'y a pas de volonté ou d'envie de certifier ISO 21001, mais je ne suis pas tellement étonné. Il faut encore la travailler, la maturer et la présenter, cette norme, pour convaincre qu'elle est vraiment très intéressante. Mais bon, voilà, moi, dans les 3 cas, je prends du plaisir à auditer les trois normes ou référentiels, et j'audite dans toutes les tailles d'entreprise, hein, que ce soit des OF individuels ou des très grosses structures de plusieurs milliers de personnes. Hein. Donc, c'est fort agréable de toute façon pour les 3 référentiels, et l'enjeu, c'est vraiment de détecter le besoin et de comprendre le besoin de l'organisme qui s'est engagé dans une démarche. Paul et Laetitia? Aussi, peut-être un petit mot. Calliope aujourd'hui est très connu dans le monde de la formation, mais hors monde de la formation, peu de monde connaît Calliope. Alors que si vous parlez de ISO, normes ISO, de suite, les entreprises avec lesquelles vous travaillez, elles vont connaître et elles vont associer donc votre organisme à un organisme de formation de qualité. Donc ça aussi, c'est important, parce que Calliope, les entreprises, bon, sauf celles qui ont des organismes de formation, mais les autres, elles ne connaissent pas. Hein. Moi, je vais juste compléter ce que vous allez dire, Paul. Calliope, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est fondamental, c'est réglementaire pour bénéficier des fonds publics. Maintenant, c'est l'opportunité pour certains d'entre vous de découvrir la démarche, le début, les prémices d'une démarche d'amélioration continue, le fait de se concentrer tout ce qui est allié à la qualité et au sens client, c'est de le concentrer sur une même personne. Et de faire en sorte d'aller plus loin, parce que du coup, quand on découvre le champ des possibles, on se dit pourquoi ne pas aller plus loin, puisque du coup, vous l'avez compris, avec les différentes interventions, ça va vous permettre de structurer toutes vos démarches et de faire en sorte que tout soit clair, processé et industrialisable. Et demain, à l'heure du full digital, ou à l'heure on est en pleine mutation,
il va de soi que l'agilité va reposer, enfin il me semble, sur des process qui sont bien huilés, sur des choses qui sont bien claires pour tout à chacun. Et comme on l'a dit, on va complètement être en rupture dans le monde du travail. On travaille à distance, on travaille en présentiel. Enfin, il va falloir être, je pense, hyper adaptable. Et les normes, pour le coup, vont nous permettre de passer au step d'après et d'aller vite et bien. Laetitia? Oui, bon, je pense que vous avez déjà fait un bon résumé. L'idée, c'est aussi pour les initiés à la démarche qualité, c'est de ne pas non plus se perdre dans tout ça et de ne pas prendre peur. Hein. Enfin, j'espère qu'en tout cas, ils n'ont pas pris peur avec les éléments sur lesquels on a pu échanger ou qu'on ne les a pas perdus. Une certification ISO n'est pas insurmontable. Il suffit vraiment de trouver finalement celle si c'est vraiment la démarche que vous voulez, en tout cas, celle qui vous permettra de vous différencier. C'est peut-être ni la 21 000, ni la 9001, parce que du coup, on n'est pas dans vos structures pour savoir sur quoi vous avez besoin de vous démarquer finalement pour pouvoir gagner certains clients ou gagner la satisfaction de vos clients de façon plus poussée. Le mieux après, effectivement, c'est n'hésitez pas à nous contacter autant les uns que les autres pour qu'on puisse vous renseigner et voilà. Alors, on termine sur 2-3 petites questions, des indications sur le long terme de la part des organisations gouvernementales concernant l'avenir de Calliope et s'il pourrait être à terme remplacé par la norme ISO. Non, on n'a aucune information sur ce sujet-là. Je pense que vous pouvez faire confiance pour la longévité de Calliope. Et encore une fois, vraisemblablement, nous finirons par avoir la version 8 du guide de lecture. On l'aura certainement en 2024. Voilà, on aura la version 8 du guide de lecture en 2024. Bien, mais la version 8 du guide de lecture, c'est toujours la version 1 du référentiel qui, lui, ne change pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a 7 versions du guide de lecture qu'on a 7 évolutions du référentiel national qualité qui reste le même. Le référentiel ne peut être modifié que par un décret en Conseil d'État. Voilà. Or, un guide de lecture n'est pas un décret en Conseil d'État. Bien, dernier point, le bruit court que les indépendants formant sur des formalités d'études du CPF pour être certifiés Calliope. C'est un bruit qui est parfaitement fondé. Je vous donne rendez-vous le 27 mai avec Laurent Durin de la Caisse des dépôts et consignations et le maître Sabrina Dougados, où on vous confirmera si le gouvernement est allé sur ça, mais ça a été voté en tout cas au Parlement, hein, ce dispositif-là. Donc voilà, oui, on confirme. Maintenant, la mise en place, elle n'est pas opérationnelle encore à ce jour, mais ça va le devenir. Et ça concerne bien effectivement l'obligation pour les sous-traitants qui conduisent des formations au CPF uniquement. Hein. Je vous explique pourquoi. C'est pour éviter la sous-traitance de la sous-traitance de la sous-traitance. Et on se retrouve avec des personnes qui encaissent de l'argent de la Caisse des dépôts et consignations. On ne sait pas très bien comment. Donc, rendez-vous le 27 avril avec Laurent Durin de la Caisse des dépôts et consignations pour continuer sur ce sujet-là. Voilà, je crois que le match est terminé. Donc, on a dit le sondage. Hein, voilà, 38% Calliope, 23% ISO 9001, 28% ISO 21001. Donc, bravo à tous, là, parce que vous nous avez fait découvrir l'ISO d'abord, hein, l'utilité de l'ISO, que ce soit 21001 ou 9001. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et puis, merci à toutes les personnes qui ont été là, qui ont été à l'écoute, qui sont restées. Et puis, vous pouvez retrouver ce webinaire sur le replay avec la version améliorée donc de cette présentation. Voilà, vous avez les coordonnées de Sandrine, de Laetitia, d'Arnaud, de Paul et de toute l'équipe de CFS+, les contacts CFS+, et puis le rendez-vous, les prochains rendez-vous de nos webinaires. Donc le 27 avril, toujours avec Paul, nous allons parler de comment gérer les processus qualité d'un CFA. Hein, parce que c'est un vrai sujet, hein, la qualité du CFA, et Paul est ancien référent qualité d'un CFA.
Et donc, je vous invite à vous inscrire à ce webinaire, même si vous n'êtes pas CFA, parce qu'il y a des indicateurs CFA qui paraissent comme ça anodins, et ils pourraient peut-être bien un jour devenir obligatoires, même quand on n'est pas CFA. Je pense en particulier aux référents qualité, mais pas seulement. Référent handicap. Aux référents handicap. C'est quand même une best practice qui a fait la différence, mais pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas CFA qu'il ne faut pas s'intéresser à ce qui se passe dans la qualité des CFA, parce que ça nous apporte beaucoup. Hein. Et puis, dernier point, donc le 25 mai, nouvelle réforme de la formation professionnelle, quoi de neuf pour le CPF, hein. Donc avec Laurent Durin de la Caisse des dépôts et consignations et Sabrina Dougalos, avocate, qui elle pourra nous parler aussi des évolutions réglementaires, législatives et autres. Merci à tout le monde. Merci pour l'organisation. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci pour cet échange très riche. Voilà. Alors, merci à tous. Je vais clore merci pour vos questions. Le webinaire. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.